M. Tebboune a-t-il de véritables marges de manœuvre? Je ne crois pas. Ce sont les militaires qui ont placé M. Tebboune au pouvoir. Le premier mandat de M. Tebboune, d'ailleurs, il a eu, avec une forte abstention, plus de 50% d'abstention. Et le deuxième mandat de M. Tebboune, je crois que c'est 48% de taux d'abstention. Donc, M. Tebboune, soutenu par l'armée, soutenu par la hiérarchie militaire, est un mauvais homme politique. Vous regardez tous les pays autour de l'Algérie, ils sont pratiquement en crise. L'Algérie est pratiquement en crise avec son voisin libyen. L'Algérie est en crise avec le Mali, 1330 km. L'Algérie est en crise avec le Maroc, ça on le savait. L'Algérie, ça ne se porte même pas très bien avec la Tunisie. Je ne sais pas si la relation est sincère, si véritablement la relation est sincère avec le Niger. Donc on peut dire que l'Afrique subsaharienne a soutenu la lutte d'indépendance algérienne et on ne comprend pas. Donc, premier point pour moi, M. Tebboune, c'est un mauvais homme politique et ça se ressent sur sa diplomatie. L'histoire de l'Algérie s'est fondée sur le fait que ces méchants Français sont venus coloniser les gentils Algériens qui, avant que les Français ne viennent en Algérie, d'ailleurs ça s'appelait pas l'Algérie puisque l'Algérie n'existait pas, on oublie toujours que l'Algérie n'était que des territoires sous la tutelle plus ou moins sympathique de l'Empire ottoman, qu'on appelait Empire ottoman, donc ça s'appelle la Turquie. Voilà. Donc il faut ramener les choses dans le bon ordre. Donc l'Algérie n'a pas 15 siècles d'histoire comme la France. La France a eu tort sous la 4e République parce que tout ça a été annoncé à l'avance sous la 4e République de laisser filer le conflit et de pas le traiter à l'origine, parce que je pense que si on l'avait traité juste après la guerre, on aurait trouvé des solutions comme on a trouvé ailleurs, et on a fini par avoir cette guerre fratricide entre la France et l'Algérie. Mais aussi quand on regarde aujourd'hui la situation algérienne avec ses nombreux fronts, notamment sur la question du front polisario, on se dit, est-ce que l'Algérie n'a pas aussi intérêt à être véritablement en odeur de sainteté avec Bamako, d'autant plus que sur la question du Sahara occidental, la France semble avoir pris parti fait écho finalement pour le Maroc. La diplomatie algérienne est nerveuse, elle est sous pression, elle est tendue parce que la France a décidé de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Et que Touati, ça vient d'Algérie à la base, c'est un ensemble de d'oasis, celle de Touat, ça vient de là-bas. Effectivement, mes parents sont nés en Algérie, bon, l'Algérie était française évidemment à l'époque, donc on était français, mais c'est vrai que moi je pense beaucoup au peuple algérien parce que je me dis, regardez, le Maroc, il s'est énormément développé, l'Algérie, et qui malheureusement est gâchée. Et donc là on voit bien encore une fois comment, là je reprends ma casquette d'économiste, comment on peut gâcher un pays. C'est-à-dire que l'Algérie, effectivement, après l'indépendance, aurait pu devenir une très grande puissance économique. Et malheureusement, parce que justement elle a été gérée, c'était l'URSS qui à l'époque effectivement a mis son grain de sel, puis aujourd'hui ça a malheureusement pas changé avec les généraux et autres qui bloquent le pays. Donc c'est ça, je pense qu'il faut dire aujourd'hui, il faut réconcilier effectivement les Algériens avec leur propre pays. Et si aujourd'hui effectivement, voilà, donc l'Algérie, il faut que l'Algérie se développe aujourd'hui. Enfin, Emmanuel Macron est devenu lucide sur la question algérienne. Et de facto, je vous appelle là à voir le positionnement de l'Algérie sur la scène géopolitique et géomilitaire. Jonathan Batengene, tout à l'heure, si vous l'avez bien suivi, il vous parlait, n'est-ce pas, des déboires géopolitiques et structurels de l'Algérie en ce moment. Vous voyez que l'Algérie a des problèmes avec le Maroc. Allons un peu plus loin. Sur la crise énergétique en Europe, c'est l'Algérie qui donnait son gaz, n'est-ce pas, à l'Occident. L'Occident aujourd'hui parraine, n'est-ce pas, le soutien au Maroc, d'où, n'est-ce pas, le réarmement à tous les échelons, n'est-ce pas, de l'armée marocaine par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ce qui fâche l'Algérie. Mais faudra-t-il que l'Algérie se fâche avec ses partenaires comme le Mali? Donc vous constatez aujourd'hui que les autorités algériennes d'aujourd'hui se sont mises dans une embrouillamini géopolitique et géomilitaire qui aujourd'hui défavorise à mon avis l'Algérie. Une réflexion. Beaucoup de choses ont été annoncées. Bon, il y a eu la déflagration diplomatique de la reconnaissance par la France du Sahara occidental et sa marocanité. On savait que ça allait être une déflagration pour les autorités algériennes qui jouent sur un puissant sentiment anti-français
pour maintenir une cohésion nationale, parce que c'est ce que fait le pouvoir algérien aujourd'hui. Oui, sur la reconnaissance du Maroc sur le Sahara occidental, je pense qu'il a bien fait, le président de la Alger devra faire son aggiornamento sur le plan sécuritaire. Alger devra repenser sa sécurité stratégique et revoir sa politique d'influence sous-régionale. D'abord dans ce qu'ils appellent le Grand Maghreb, devront revoir leur politique d'influence dans cet espace, et ensuite dans leur rapport à ce qu'ils envisagent comme étant l'Afrique subsaharienne. Donc il faudra qu'ils revoient leur position. S'ils ne revoient pas, on risque perdurer dans ce genre de situation qui crée plus un malaise entre deux peuples. L'Algérie a la peine. Donc en revanche, le Maroc a marqué des points sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan économique, avec son projet de gazoduc atlantique. Oui, le Maroc est dans une dynamique sahélienne qui est l'inverse de celle de l'Algérie pour plusieurs raisons. D'abord, le Royaume n'a jamais condamné les coups d'État militaires. Il a toujours fait preuve d'une certaine compréhension vis-à-vis de la posture souverainiste des juntes qui rejoint quelque part le Morocco First, prôné par le roi Mohamed VI. Ensuite, c'est de longue date un investisseur économique, bancaire, si je puis dire spirituel, avec la formation des imams dans la région, mais aussi militaire. Les chefs des juntes militaires burkinabés, Abdourahmane Tiani, Ibrahim Traoré, ont effectué une partie de leur formation dans les académies du Royaume. Il y avait donc une sorte de terreau fertile qui a permis au Maroc de profiter du vide laissé par l'effacement de l'Algérie en se positionnant, Catherine, sur 3 offres, 3 créneaux complémentaires. D'abord proposer aux pays enclavés de l'AES via l'initiative atlantique un débouché de substitution par rapport à celui qu'offraient les ports de la CEDEAO. Et enfin jouer les médiateurs entre ces mêmes pays de l'AES et les pays européens, comme le démontre le rôle crucial joué par le roi lui-même dans la libération le 19 décembre de 4 Français détenus à Ouagadougou, Catherine. Dernière question, François Soudan. Dans un peu plus de 2 semaines, c'est l'administration Trump qui sera aux affaires à Washington. Et là encore, le Maroc et l'Algérie ne sont pas sur un pied d'égalité. Ils ont des raisons différentes de s'en inquiéter ou de s'en réjouir. Oui, tout à fait. En quelques mots, Catherine, disons qu'on a quelques raisons de s'en réjouir côté marocain, puisque c'est sous la précédente administration Trump que les États-Unis ont reconnu la marocanité du Sahara, et quelques raisons de s'en inquiéter à Alger, surtout si Marco Rubio est confirmé au poste de secrétaire d'État. Le sénateur de Floride s'est dans un passé récent distingué par des positions très critiques à l'encontre du régime algérien. Il avait notamment, Catherine, demandé qu'il soit sanctionné pour ses achats massifs d'armes russes. Merci François Soudan. Il me semble quand même qu'il y a un vrai souci diplomatique entre la France et l'Algérie, notamment depuis que la France a reconnu les droits du Maroc sur une partie du Sahara, sur ce sujet précisément. Docteur Majid Siossi, militant associatif et blogueur franco-algérien, bonsoir. Les doutes sur les intentions de l'Algérie envers la France de Jean-Noël Barrot, ils sont légitimes ? Alors, écoutez, ma posture, c'est une posture franco-algérienne. Je suis, comme beaucoup d'Algériens, c'est à peu près 5 à 6 millions de personnes qui ont en commun une relation entre la France et l'Algérie, et nous sommes très gênés par le tour que prend la relation franco-algérienne aujourd'hui. On le rappelait tout à l'heure, depuis le revirement brutal entamé par Emmanuel Macron sur la question du Sahara occidental, on a vu une dégradation très très nette parce que, en fait, on a l'impression que c'était voulu et qu'on ne le comprend, on ne connaît pas l'Algérie. On a touché une sorte de ligne rouge et c'est à l'évidence, comme le disait votre intervenante, la pilule ne passe pas parce qu'elle ne peut pas passer. L'engagement de l'Algérie sur le Sahara occidental est un engagement ancien et constant, et il n'y a pas de raison qu'il change. L'Algérie et la France ont tellement plus de choses en commun que de choses qui les séparent et qui les éloignent, et ils ont un destin commun. Et là, on est au début de l'année. Moi, j'aurais espéré qu'on se souhaite des vœux de bien vivre ensemble, de construction de projets. Et là, on a des déclarations comme celles qui ont été faites par le ministre des Affaires étrangères qui sont un peu étonnantes de la part d'un ministre des Affaires étrangères qui, en général, a un peu plus de retenue, d'autant plus qu'il est centriste. Et là, on a l'impression que tout le monde veut que ça se passe très mal entre la France et l'Algérie. Mais c'est normal. D'abord, si Jean-Noël Barrot parle comme ça, c'est qu'il a l'aval du président de la République et du Premier ministre, François Bayrou, c'est évident. Et je le mets en lien avec les propos très durs d'Emmanuel Macron. Moi, j'entends ce que vous dites, paix, amour et vivre ensemble. La réalité, c'est qu'on a un écrivain français qui est emprisonné de façon arbitraire. Je sais bien que c'est une des conséquences du Sahara occidental. Je dis, à un moment donné, Marocains et Algériens, il va falloir
falloir que tout le monde se mette d'accord parce qu'on ne peut pas penduler notre vie entière sur ce qui est cette ligne rouge. Ça, c'est évident. Et moi, j'entends ce que vous dites. J'aime beaucoup votre projet, mais c'est impossible d'avoir un projet pareil avec un écrivain emprisonné. Ça n'est pas possible. Et la réalité, il y a une décision diplomatique de la France. La riposte immédiate, c'est on prend Boualem Sansal, on le met, on l'empêche de se soigner en plus. Évidemment, et ben moi je pense que oui, effectivement, c'est un déshonneur. Et je comprends très bien la position super dure de la diplomatie française et de la présidence de la République. Majid Siossi, ensuite Jean de Rideau et Philippe Bilger. Oui, Boualem Sansal savait très bien ce qu'il faisait en allant à Algérie. À sa place, je n'aurais pas été à Alger. Et ça, c'est un autre débat. Oui, vous insinuez qu'il l'a bien cherché d'une certaine manière. C'est pas bien de parler comme ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il n'aurait pas dû aller à Alger. Si j'étais à sa place, je ne serais pas allé à Alger. D'accord. Mais malheureusement, il y est allé. En 1837, quand le traité de Fatma va être signé par Bugeaud, le général Bugeaud, il va donner à Abdelkader le pouvoir de dominer sur une partie de l'Algérie. C'est un grand chef religieux, d'origine marocaine d'ailleurs. Et quand Abdelkader, prisonnier de Napoléon III après, ils vont en faire un philosophe de la laïcité. Le manuscrit que nous avons lu sur l'islam, c'est l'islam qu'on appelle de France aujourd'hui. Ouverture, laïcité, ils l'ont même invité dans la loge Bossuet, la loge de la franc-maçonnerie de l'époque. Il a été adoubé, ils en ont fait un Français